Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, toutes nos excuses, puisqu'on a eu des soucis techniques, vous avez bien compris. Pour ce 100% direct, nous allons revenir sur une thématique assez particulière. Faut-il une transition au Congo sans Denis Sassou Nguesso? Les hommes qui sont aujourd'hui mes invités disent oui. Or, nous le savons, depuis quelques mois, voire quelques années, se font jour plusieurs projets. Vous connaissez la conférence internationale de Modeste Boukadia, vous connaissez ces hommes ici au sein de la diaspora qui demandent une conférence nationale bis. D'autres pensent que pour les élections à venir, il faudrait organiser des primaires. Or, mes invités aujourd'hui estiment que le Congo a besoin d'une transition. Mais cette transition doit exclure un homme, Denis Sassou Nguesso, et son système. Vous avez entendu le premier des opposants congolais officiellement, M. Tchatima Biala, proposer une sorte de glissement pour que Denis Sassou Nguesso aille jusqu'en 2023 et il ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles prochaines. Toutes ces initiatives aujourd'hui permettent de revoir ou de penser le Congo autrement. Mes invités aujourd'hui, c'est d'abord M. Mingwa Biango. Bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Mingwa Biango, vous êtes le manager du site internet Congo Liberty. Tout à fait, tout à fait. Voilà, à vos côtés donc, M. Wilfried Dandou, bonjour. Bonjour. Wilfried Dandou, vous êtes le secrétaire général de l'ACSCD. C'est bien ça. Oui. Alors, messieurs, avec vous, on va aborder donc une thématique, notamment le projet que vous portez sur une transition sans Denis Sassou Nguesso sur un système. Il s'est tenu le 18 janvier dernier, une table ronde qui portait sur la justice transitionnelle. Nous allons aussi comprendre un peu cette terminologie et nous savons que d'ici, je dirais, la semaine prochaine, il va y avoir une autre table ronde, donc le samedi 15, une autre table ronde qui portera bien sûr sur la justice traditionnelle, mais quelle réforme institutionnelle pour les forces de sécurité et la justice afin de favoriser l'instauration d'un état de droit. Autrement dit, pour un français facile comme on dit, quelle réforme par rapport à l'armée ou encore la police congolaise, toutes ces forces dites de désordre pour certains ou de l'ordre pour d'autres. Alors, messieurs, on va d'abord commencer par comprendre ce que c'est ce projet Mingwa Biango qui porte sur la justice transitionnelle. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que vous pouvez intervenir soit en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Ziana TV, ou encore au téléphone, et vous avez le numéro qui s'affiche, donc le plus 33 6 47 54 85 99. Mingwa Biango, c'est quoi ce projet qui exclut Denis Sassou Nguesso, alors qu'aujourd'hui, tous les projets portés pour sortir le Congo du chaos veulent être inclusifs? Alors, donc, il faut commencer par rappeler la genèse de ce projet. Et la genèse de ce projet n'est pas une simple vue de l'esprit, hein, ça ne tombe pas du ciel. C'est une réflexion qui part des problèmes que connaît le Congo-Brazzaville. Que sont-ils ces problèmes? Ces problèmes, c'est des guerres ethniques, c'est une gestion chaotique qui a mis notre pays dans le gouffre, et c'est un pays où le système économique et social est à l'abandon. Donc, le but de ce projet est de faire un diagnostic des contentieux qui gangrènent la société congolaise et ensuite faire une proposition dans un livre blanc dans lequel sera synthétisé toutes ces orientations. Alors, il faut dire que c'est un projet collectif. Nous ne sommes pas un parti politique ni une association politique. C'est un projet porté par des Congolais. De l'opposition? Ah non, nous ne sommes pas de l'opposition. Enfin, ah non, nous sommes... vous donnez peut-être des noms de gens de la majorité qui participent à ce projet. Alors, non, je voulais déjà rappeler que c'est Oui. un projet collectif. Oui. Vous avez ici avec moi Wilfried Dandou, vous avez Benjamin Tungamani, vous avez Alexis Miaoukou, Jean-Cyril Babela. Oui, je suis En pas tout trop cas- sûr qu'Alexis Mayoukou soit de la majorité présidentielle, hein, Alors- ce n'est pas que de l'opposition. Alors, c'était pour vous dire que c'est Oui. un projet collectif. On peut Oui. citer entre autres Dieudonné Babakana. Bref, nous sommes des Congolais qui nous sommes posé la question de savoir pourquoi notre pays en est là. À partir de là, il y a eu une première journée où nous avons essayé d'expliquer donc le contenu du projet, c'est-à-dire que ce projet a fini par définir des piliers qui vont nous permettre ensuite d'élaborer le livre blanc. Donc voilà pour rappeler la jeunesse. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes Vous êtes quoi exactement en fait?
Alors, nous sommes des Congolais, Oui. nous sommes pour le Congo, nous sommes des Congolais. Mais c'est trop facile, Bima Ah Biango. non. Enfin, vous êtes des Congolais, oui, je suis convaincu que les Tchadiens ne se réuniront pas pour parler des affaires Non, mais ce n'est congolaises. pas la même chose. Oui. Monsieur Sirmakoso, ce n'est pas la même chose. Nous sommes des Congolais qui avons conscience des problèmes de notre pays. Oui. Vous avez cité, et ce n'est pas pour critiquer, des projets qui naissent ici et là. Bien sûr. Tant qu'on ne va pas diagnostiquer et définir sans concession les problèmes qui sont les nôtres, nous n'allons qu'ajourner les guerres civiles de notre pays, nous n'allons qu'ajourner la faillite de notre pays. Donc à un moment donné, il faut identifier les faits qui gangrènent la société congolaise. J'entends parler de plusieurs projets, on parle de transition, mais on ne voit pas le contenu. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes un projet qui va ensuite faire des propositions, mais à tous les Congolais, parce que quand on parle de transition au Congo, c'est vrai qu'on pense à la transition de 1991, qui avait pour but d'organiser des élections démocratiques. Non, nous sommes dans un projet où la transition doit, entre autres, effectivement, préparer des élections, mais c'est surtout que la transition doit régler les problèmes qui gangrènent la société congolaise afin de poser les jalons d'une démocratie pérenne et un pays dans lequel il y aura la paix. Or, pour ces problèmes, vous avez trouvé un homme qui en est à l'origine, qui est l'auteur, qui porte aujourd'hui, en fait, je veux dire, qui est la personnification des problèmes, c'est Denis Sassou Nguesso. Et pour cela, s'il veut aller vers la paix, s'il faut que le Congo se retrouve demain, il faut l'exclure, lui et son système. Non, mais ce n'est pas tant une exclusion. Ce n'est pas tant une exclusion en tant que telle. Hein. Quand je dis Enfin, une si vous dites une transition sans Sassou, je ne vois pas à quel moment pourra-t-il être intégré. Alors, monsieur Sirmakoso, Allez-y. je sais que vous connaissez bien les problèmes du Congo, mais je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on parle des frasques ou des deniers publics dilapidés par le fils de monsieur Denis Sassou Nguesso, donc Christelle Sassou Nguesso. Oui. Bon, vous savez, hein, le commun des mortels vont vous dire que Global Witness a rendu un rapport dans lequel on parle de tout ce qui a été volé à la SNPC. En particulier, on parle d'1,5 milliard de dollars. Mais là, vous avez la mise en examen de Denis Christelle Sassou Nguesso. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas ces organismes-là qui font des enquêtes. Ces enquêtes-là n'existent pas. Ce sont, au sein du clan, la succession, en tout cas la guerre de succession qui a déjà commencé. Donc vous avez les services secrets qui alimentent certaines organisations pour clouer, Dieu merci, monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso. Tout ça pour vous dire que, tout ça pour vous dire que dans le camp du pouvoir, la guerre de succession a commencé. Donc ils intègrent déjà le fait que monsieur Denis Sassou Nguesso, dans quelques années, ne sera plus là. Comment pouvez-vous nous reprocher de réfléchir à un Congo sans Denis Sassou Nguesso? Je ne vous reproche rien du tout. Si vous prenez cela comme argument, ça signifie que vous devenez aujourd'hui des alliés objectifs des hommes et des femmes au sein du pouvoir qui estiment que le clan a tellement fait qu'il faut en exclure certains, et à ce moment-là, vous saisissez l'occasion pour vous dire, mais voilà, si au sein du clan, on estime qu'aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, son père, ne sont plus à même de continuer à porter ce pouvoir, mais écoutez, nous sommes avec vous pour les exclure. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis juste vous n'avez pas dit, mais vous me permettez d'interpréter un peu vos propos à la lumière de ce que vous nous dites. Qui correspond à ce qu'on pense. J'étais juste en train de vous dire qu'il est normal que nous, qui voulons la restauration de la démocratie, qu'on se projette dans un Congo sans Denis Sassou Nguesso et son système, sans Denis Sassou Nguesso et son système, parce que M. Denis Sassou Nguesso a appauvri notre pays, parce que M. Denis Sassou Nguesso a cassé la cohésion nationale du pays, parce que M. Denis Sassou Nguesso, tout simplement, qui est un agent de la France, de notre pays, en tout cas des intérêts mafieux de la France dans notre pays, a complètement détruit notre pays. Donc moi, je ne peux pas concevoir, en tout cas nous ne concevons pas un Congo, l'avenir du pays, avec quelqu'un, excusez-moi, c'est même pas par rapport à l'âge du capitaine, mais il va vers sa 80e année. Que voulez-vous faire d'une personne de ce type qui a ruiné le pays? Donc voilà le problème. Mais c'est Sassou Nguesso et son système que nous voulons balayer. Alors il faut dire une chose, puisque je vous donne la parole tout à l'heure, Wilfried Ndondou, puisque vous évoquez la mise en examen de Denis Sassou Nguesso, je rappelle juste que Denis Sassou Nguesso lui-même n'est pas mis en examen. Vous excluez quelqu'un qui aujourd'hui, je dirais, n'a aucun contentieux officiel, et vous incluez un autre, son fils, qui lui, aujourd'hui, est quand même pointé du doigt et qui devrait passer devant la justice congolaise.
Tout ça, je vais vous dire en ce qui concerne la mise en examen, mais il faut qu'on s'appesantit sur notre projet. La mise en examen n'est que Non, 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 on va poudre aux revenir sur yeux. le projet, mais on veut bien comprendre parce que ce projet a quand même des ramifications qui personnifient certains dans le système Sassou. On a évoqué juste Sassou et son fils. Vous allez peut-être nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans le système et c'est quoi ce système. Est-ce que dans ce système, il y a des hommes, il y a des femmes, ou bien vous prenez Denis Sassou Nguesso comme étant celui qui doit tout porter, et derrière, il y a une nébuleuse. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Le système, ça reste quelque chose auquel on pense, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a Le derrière. système est porté par des hommes. Oui. Et quand on parle du système, c'est ce système qui tue les Congolais, c'est ce système qui vole les Congolais, c'est ce système qui appauvrit le pays. Donc, il est tenu par des hommes, effectivement. Bien sûr. Il est tenu par des hommes. Mais pour revenir à ce qu'on disait, et j'ai envie de clore rapidement ce dossier, sur la mise en examen de M. Christelle Denis Sassou Nguesso, ce n'est que de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que lorsque les Français veulent négocier, en tout cas pousser M. Denis Sassou Nguesso à bout, on vous sort une mise en examen, tant mieux. Sauf que vous avez les procès des disparus du Beach ici en France qui traînent. Vous avez eu, mais la mise en examen, ce n'est pas la première. M. Edgar Nguesso a été mis en examen. Il y a plusieurs. Monsieur Edgar Nguesso n'a pas de fonction politique en soi, je veux dire. Mais C'est pas M. un peu Denis symbolique. Christelle Sassou Nguesso non plus. Ah ben Ce que si, je il veux est dire député, par là, il est député, M. Sassou. ce que je veux dire Christelle par Sassou là, Nguesso. que dans notre pays, il y a des problèmes, en gros, plus graves. Monsieur Denis Sassou Nguesso, son fils et son système sont les représentants de l'étranger dans notre pays. Donc il faut que les Congolais aujourd'hui sachent que nous luttons contre un système, mais ce système aujourd'hui est personnifié effectivement par monsieur Denis Sassou Nguesso, et je l'ai dit sur des chaînes internationales, qui est Bien le sûr. sous-préfet des intérêts mafieux de la France dans notre pays. Donc, lutter contre monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est surtout lutter contre les intérêts mafieux de la France, un pays que nous aimons bien, sauf qu'on parle d'intérêts mafieux, mais on ne parle pas des intérêts de la France. Donc voilà rapidement pour présenter les choses. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Deux invités, bien sûr, Mingwa Biango et M. Wilfried Dandou. Alors, Wilfried Dandou, c'est vous qui avez porté, ou c'est vous qui portez, je dirais, au sein de ce projet, cette notion de justice transitionnelle. Alors, ceux qui l'entendent se disent peut-être, c'est une justice qui rentre dans la transition, puisqu'on est là aussi dans une forme de transition sans Sassou. C'est quoi exactement, concrètement, cette justice transitionnelle? Quelle est la différence avec la justice traditionnelle, si vous me permettez, que nous connaissons, je dirais, ordinairement? Ok, je commence par par dire bonjour aux nombreux auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent. Et effectivement, la justice transitionnelle est une des thématiques de ce projet, qui a été abordé le 18 janvier dernier et qui sera à nouveau abordé, au moins partiellement, à la prochaine session qui se tiendra le 15 février, dans laquelle on traitera ou on approfondira la notion de justice transitionnelle, parce que la première session sur la justice transitionnelle que nous avons présentée a permis de poser le cadre, et la seconde viendra pour affiner ce que c'est que la justice transitionnelle, et du moins, dans un premier temps, aussi faire un retour par rapport aux commentaires qui ont été faits la dernière fois, et de replacer la justice transitionnelle dans son cadre. Alors, effectivement, c'est quoi la justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est avant tout une démarche. Donc, une démarche faite de mesures judiciaires et non judiciaires pour accompagner un État, un État qui était en conflit ou un État qui sort d'un régime autoritaire vers un État de droit démocratique. Donc, c'est un processus qui est fait de politique, de stratégie et de programme. Donc, pour sortir de l'État qui était conflictuel ou sortir d'un État autoritaire pour aller vers un État démocratique, un État de droit. Donc, en gros, la justice transitionnelle a pour objectif premier d'arrêter l'impunité, tout en accompagnant l'État dans l'établissement d'un État de droit dans le cadre d'une gouvernance démocratique. Quels sont les acteurs qui sont censés en fait conduire cette justice transitionnelle?
Bon, en fait, il faut d'abord partir sur, si on parle de justice transitionnelle, il faut d'abord partir des principes. C'est-à-dire que la justice transitionnelle, en gros, c'est, comme je disais, c'est un accompagnement de l'État qui était Oui, mais en qui conflit. accompagne l'État? Qui accompagne? Il y a différents acteurs. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la justice transitionnelle, en tant que telle, disons que c'est certes un concept qui paraît nouveau, Oui. mais qui existait déjà. Alors, mais finalement, est-ce que dans cette expression, le mot justice n'est pas de trop? Non, enfin, pas de... Parce que quand vous prenez le commun mortel, quand on parle de justice, ça veut dire qu'il y a égalité de traitement, ça veut dire que, je dirais, la loi ou ce qui est admis passe pour tout le monde, il n'y a pas d'exception en soi. Comment le faire comprendre, cette expression de justice transitionnelle, dans un contexte que vous avez décrit qui est assez chaotique, que ce soit socialement, économiquement, je dirais judiciairement, et voilà, ça passe comment en fait? Alors, Allez-y. alors la justice transitionnelle, là, c'est pour compléter mon frère et ami Wilfried Dandou. Oui. Lorsqu'on parle de justice transitionnelle, c'est-à-dire que qui va être acteur, c'est en gros dans des discussions de différents groupes qu'on va mettre en place une commission. Comme vous le dites, il y a justice et il y a transitionnel, donc c'est forcément un compromis. On va, pour que ça parle aux Congolais, on va prendre des exemples simples. Aujourd'hui, chez nous, comme l'a dit Wilfried Dandou, nous sommes en train de militer pour la restauration de la démocratie au Congo, mais il se passe que dans notre pays, il y a des acteurs aujourd'hui au pouvoir qui ont commis des crimes. Oui. On va faire une projection simple pour qu'on se comprenne. Vous auriez, à l'époque de Pascal Lissouba, arrêté M. Pascal Lissouba, vous aurez mis, en gros, toutes les parties qui le soutiennent, donc les ressortissants de la région des pays du Grand Niari, qui était sa base politique, se seraient sentis lésés. Vous aurez fait la même chose avec Bernard Kolela, et c'est un peu pour ça aussi qu'il y a eu, vous aurez fait la même chose avec Bernard Kolela, vous vous serez mis à dos pratiquement une majorité des ressortissants du pôle, pour parler clair. On ne va pas parler de M. Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez dans un pays des acteurs politiques qui ont commis des crimes graves, effectivement, à un moment donné, il faut essayer de trouver des formes, parce que si vous ne le faites pas, effectivement, vous n'aurez jamais de paix. Donc tous les pays dans le monde ont fini par se construire par des compromis. Et c'est un peu ce qu'on reproche aussi en Afrique du Sud à Nelson Mandela. En tout cas, le clan de Winnie Mandela a reproché au clan Nelson Mandela d'avoir bradé les intérêts de la communauté noire. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Peter Botha, qui était le président de l'Afrique du Sud, n'a jamais été condamné. Donc, effectivement, c'est très compliqué, mais nous, dans notre projet, nous disons clairement que les crimes de sang sont imprescriptibles et que ceux qui ont commis des crimes de sang devront répondre. Après, même si demain nous chassons M. Denis Sassou Nguesso, ce que nous sommes, en tout cas nous travaillons pour, si demain nous le chassons, et comme l'a rappelé Alexis Miaoukou dans une autre émission, les Alliés ont bien battu, en tout cas écrasé, l'Allemagne nazie. Ils n'ont pas pour autant jugé tous les soldats de l'Allemagne nazie. Il y a eu des symboles. C'était une façon de faire une justice traditionnelle. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. On va prendre un autre exemple sur le Japon. Au Japon, vous avez un empereur, je crois que c'était Hirohito, qui était le chef des armées, mais lorsque les Américains ont gagné la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des symboles. On n'a pas jugé Hirohito. Pourquoi? Parce que pour les Japonais, il représentait un dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on gagne une guerre qu'il faut absolument juger ou écraser tout le monde. Le but, c'est de reconstruire. Donc nous, dans notre projet, et pour faire un parallèle avec le Japon, il y a eu des généraux, il y a eu un procès au Japon, il y a eu des généraux qui ont été décapités, mais pour refonder la nation japonaise, parce que les Américains savaient qu'il leur fallait un allié dans cette partie de l'Asie, ont épargné l'empereur et ensuite ont reconstruit le pays. Donc nous, demain, une fois qu'on aura chassé M. Denis Sassou Nguesso, effectivement, il y a bien des gens qui sont
aujourd'hui même dans l'armée, mais on pourra y revenir, qui devront rendre des comptes, mais on n'est pas là pour chasser toute une ethnie ou voilà, tous les cadres qui ont malheureusement participé à certaines exactions. On saura faire la différence. Donc ça reste en gros un compromis qu'on propose pour tendre la main pour la refondation du Congo. Vous le Oui, complétez. oui, je voudrais compléter en ajoutant que, en fait, la justice transitionnelle, et disons que c'est un domaine qui inclut le droit, la science politique, l'histoire et même la psychologie, pour justement aider et accompagner ces pays-là qui sortent de situations difficiles pour aller vers un État démocratique. Parce que vous savez que il y a des comportements à changer. Donc, pendant des périodes de conflit, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu également beaucoup d'auteurs de crimes. Le système judiciaire n'est pas à la hauteur pour être automatiquement un système démocratique et jugé en tout état de cause. On n'a peut-être pas assez d'avocats, donc il y a toute une mécanique à penser pour passer. Nous avons essayé en 91 pour aller vers un état démocratique. En tout cas, le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons échoué. Donc il y a tout un processus qui est créé au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations Unies, pour aider les pays justement à faire cette transition. Et il y a plusieurs pays qui ont essayé ces chemins-là. Mais ce qu'il faut surtout rappeler aujourd'hui, c'est que la justice transitionnelle est basée sur des principes à la base. Donc c'est quoi les principes? C'est faut que justice passe, donc le principe de la justice. Le deuxième principe, c'est le principe de la vérité. Donc on doit la vérité aux gens, la vérité aux victimes, la vérité aux familles. Ensuite, vous avez le principe de réparation. Et un autre principe qui est important, c'est le principe de non-répétition. Il faut s'assurer que ce que nous vivons ou ce qui a été vécu pendant la période de régime autoritaire ne se reproduise plus. D'où le fait qu'il y a des stratégies qui se basent sur ces 4 points fondamentaux. Justice, vérité, réparation et non-répétition. Voilà. Donc, il y a des stratégies qui vont arriver. Ce sont les stratégies de poursuite pénale qui rentrent sur le premier point dont je parlais. C'était la justice. Ensuite, vous avez des stratégies qui sont souvent mises sous forme de commission vérité et réconciliation, qui rentrent dans le côté vérité, pour savoir connaître la vérité, aller dans le fond des choses. Aujourd'hui, par exemple, chez nous, il y a des crimes qui se sont passés, enfin, il y a des années, enfin, on parlera de l'événement, enfin, ou des crimes de Poabou, Machokota, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Marie Ngouabi. Ça veut dire que dans la justice transitionnelle, en fait, il n'y a pas de prescription. Certains crimes, oui, il n'y a pas. Enfin, justice transitionnelle, il n'y a pas de prescription, je veux dire. C'est-à-dire qu'on va réveiller les ancêtres qui sont morts dans des conditions qui n'ont pas été élucidées pour l'éclairer aujourd'hui. Mais monsieur Makosso, allez-y. Juste un instant. Le problème de la justice transitionnelle, c'est justement d'apaiser également. Il y a parfois un dilemme entre ce qu'on appelle la paix et la justice. C'est-à-dire que souvent ceux qui détiennent des armes, pour pouvoir les poser, exigent qu'on ne les poursuive pas. Et de l'autre côté, il y a des règles internationales qui exigent sur certains points, par exemple des crimes de sang, il y a une prescriptibilité. Donc pour être un état de droit, donc c'est un juste milieu à trouver, Oui. hein, mais en respectant stricto sensu un certain nombre de points. Et les points les plus importants dont j'ai parlé, c'est les 4 points dans la justice transitionnelle. Il faut qu'ils passent. Oui. Voilà. Le seul problème, moi, en fait, mon problème avec cette notion de justice transitionnelle, il faut que la maman qui vous fait de visite comprenne très bien que quand les militaires qui ont été envoyés par l'armée congolaise sont venus abattre sa famille, ses enfants et tout ça, et que vous lui dites que dans cette affaire-là, en fait, ces gens-là, on va trouver un compromis avec eux. Comment on intègre ça? Nous ne disons pas ça. Mais expliquez-nous, c'est ça qui est très important. Je veux vous expliquer Oui. quelque chose de simple. Enfin, quelque chose Enfin, de simple. merci pour la simplicité. J'ai pas Lorsqu'on a perdu un membre de sa famille qui a été décapité sans raison, même lorsque c'est avec raison, toute sa vie, on crie justice, on crie même vengeance. Ça, c'est la nature humaine et c'est normal. Aujourd'hui, nous disons très clairement que pour notre part, il n'y aura pas d'amnistie
pour les crimes de sang, en tout cas pour les commanditaires. Nous savons faire une différence entre les commanditaires et entre les exécutants. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus, demain, si on veut refonder le pays, rester dans ce type de rancœur. Moi, je n'aime pas trop parler de moi, mais je vais vous parler de moi, monsieur. Mais essayez, parce qu'il faut bien qu'on Oui, comprenne, parce que vous avez là quand même un concept. Il ne faut pas que les Congolais confondent justice et pardon, parce que chez nous, comme l'a dit, à la dernière table ronde, vous avez un éminent avocat du nom de Brice Nzamba que tout le monde connaît, Bien sûr. qui a parlé de notre identité chrétienne. C'est-à-dire que les Congolais pensent que le pardon absout. Non. Quand on regarde, vous regardez à la télévision des émissions de justice où on parle de crime, vous avez à la fin d'un procès où on condamne une victime, la famille des victimes qui dit « maintenant on peut pardonner ». Donc il ne faut pas confondre pardon et absolution des crimes. Non. C'est-à-dire que le pardon peut arriver après la justice. Et je peux même vous dire que demain, si vous renversez M. Denis Sassou Nguesso, il va sûrement se sentir soulagé. Il faut, j'ai envie de dire, qu'on libère M. Denis Sassou Nguesso en le dégageant du plancher. C'est ça, parce que je pense que même il y a aussi des victimes, enfin, il y a aussi des bourreaux qui veulent à un moment donné se repentir, dire j'ai fauté, mais il faut aussi intégrer ça. Mais on ne va pas attendre qu'ils le fassent. Effectivement, nous sommes dans un projet dynamique, mais ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, vous avez des Congolais qui disent on a perdu des parents. Monsieur Sir Makosso, moi mon père est mort pendant la guerre de 1997. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois m'attacher à ça pour dire il faut vengeance, il faut vengeance. Mon grand-père est mort à Mouyonzi lorsque les Angolais sont rentrés à Mouyonzi. Mais il faut qu'on refonde un pays. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise que nos morts vont enfin reposer en paix lorsqu'ils sauront que leurs enfants, leurs petits-enfants vont en tout cas continuer à vivre dans un pays en paix. Et c'est seulement comme ça que tous nos martyrs, tous nos parents que nous avons perdus pourront reposer en paix. Donc, moi, pour ma part, j'aurais créé vengeance. Je ne le fais pas parce que je sais qu'on a un pays à construire. Je ne suis pas le seul à avoir perdu des parents. D'autres, malheureusement, n'auront pas la même démarche que moi. Oui. Mais je sais que tous les pays qui ont connu le type de problèmes qui sont les nôtres sont forcément passés par ça. Alors, moi, j'aimerais bien Mingwa Biango, qu'on insiste beaucoup sur cette notion de justice traditionnelle. Il faut quand même dire que nous sommes dans un pays qui est morcelé, où, je dirais, les crimes ont été plus ou moins repartis géographiquement. Certains vous diront qu'ils ont souffert plus que les autres. Comment est-ce que vous faites passer auprès de ces gens-là la notion de justice transitionnelle? Aujourd'hui, on sait très bien, quand vous entendez les Congolais, je dirais au quotidien, on vous dit, voilà, ceux du pôle ont souffert, ou souffrent encore jusqu'à aujourd'hui. La dernière crise la plus grave, on l'a eue dans le pôle. On va vous dire aussi, vous me parlez de la Bouenza tout à l'heure, qu'il y a eu dans la Bouenza, il y en a eu dans le Puy-Loup. D'autres diront, mais écoute, il n'y a pas assez dans le Nord, puisqu'ils sont plus ou moins protégés. À ce moment-là, comment faire entendre la notion de justice traditionnelle quand vous êtes déjà dans un univers aussi morcelé? Quand vous parlez de l'Afrique du Sud, si vous permettez, quand vous avez évoqué le cas de l'Afrique du Sud, qu'on évoque souvent quand on parle de justice traditionnelle, on sait quand même que vous avez là deux communautés opposées clairement. Vous avez les Blancs d'un côté, vous avez les Noirs de l'autre, après on peut avoir les Métis, les Indiens au fur et à mesure. Or, nous sommes dans un pays où la violence aujourd'hui a plus ou moins ciblé depuis plusieurs années certains départements par rapport à d'autres qui ont été épargnés. Comment ramener dans cet univers aussi morcelé cette notion de justice transitionnelle? Mais mon cher Brice Makosso, vous ne m'avez pas écouté. Si, je vous ai écouté, mais moi je veux bien qu'on rentre dans les cas congolais, parce que quand vous allez chercher ailleurs, c'est une chose. Quand on rentre dans les cas congolais, je vous ai répondu, je vous ai dit, là vous citez des crimes, je vous ai dit que les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc à côté de la justice transitionnelle, il y a la justice pénale qui continue, c'est-à-dire que la justice transitionnelle, il y a un cadre qui est mis. On dit voilà ce qui va être traité par la justice transitionnelle. Mais c'est un compromis. C'est-à-dire que vous êtes là en train de présenter les choses comme si nous disons il faut absolument les crimes. Non.
ceux qui ont tué au Congo doivent répondre de leur crime. En tout cas, ceux Ah qui ben, ont il faut le dire, parce que dit, mais je non, l'ai vous ne dit l'avez pas dit d'entrée de aussi jeu. clairement. Vous l'avez pas dit aussi clairement. Il faut le dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui au Congo a commis un meurtre, qui ne compte pas sur la justice traditionnelle pour s'en sortir. On Je va pense faire que c'est ça. aussi clair. que Monsieur ça. Denis Sassou Nguesso doit répondre de ses crimes. Oui. Monsieur Jean-Dominique Okemba doit répondre de ses crimes. Monsieur Ndengue doit répondre de ses crimes. Quand je dis répondre de ses crimes, je ne les condamne pas d'emblée. Ce sont les juges qui vont juger et qui Donc trouveront. eux ne passeront pas par la justice traditionnelle. Pour ma part, si c'est... Pour Mais ma part, non. je pense qu'il y a une Oui. confusion. Enfin, Oui. moi je m'irais bien Oui. parce que Voilà, si... on va si- lever la si- confusion. Allez-y, Voilà, allez-y, il y a levez la une confusion dans le sens où Hmm. on assimile justice traditionnelle à de la justice. La justice traditionnelle, Ça veut dire déjà... la justice traditionnelle Oui. englobe la justice. Très C'est bien. un, Donc ça veut dire que dit les au deux départ, peuvent aller au même moment. C'est-à-dire non, que- c'est Ah. un processus. C'est un processus qui englobe, on a dit, des mesures judiciaires et non judiciaires, hein, qui est basé sur des principes. Et ce sont ces principes-là qui donnent des stratégies. Ce sont les stratégies donc, de poursuite pénale. Donc, on va mettre en place des poursuites pénales sur des crimes qui doivent être poursuivis parce que non protégés par des accords quels qu'ils soient, parce que la communauté internationale exige sur certains crimes qu'il n'y ait pas d'impunité, que l'État prenne ses responsabilités. Ensuite, il y aura des commissions qui vont se mettre en place, des commissions généralement de vérité, généralement pour la recherche de la vérité, qui vont s'asseoir, dire par exemple, pour ce qui s'est passé dans le pool, ça relève plutôt d'un tribunal pénal international, parce que nous n'avons pas la capacité de le faire, nous allons solliciter l'ONU. Pour ce qui relève du crime d'un tel, nous avons les possibilités de le faire, nous l'enverrons dans nos tribunaux à nous. Donc ceux qui veulent Voilà. aller à la CPI, iront à la CPI, je veux dire... Ce n'est Oui. pas, disons, la justice, oui, voilà, la justice traditionnelle met de l'ordre. Ah, bien Elle sûr. n'interdit pas d'envoyer, de juger des personnes qui sont responsables de crimes. Au contraire, elle aide les pays qui ont connu des situations difficiles à rentrer dans le processus de la justice, puisque son but même, c'est de combattre l'impunité et d'établir l'état de droit. Très bien. Sauf qu'il y a un processus, il y a un contexte dont il faudra prendre en compte. Hein. Par exemple, aujourd'hui au Congo, le système judiciaire, il n'est pas aux normes. Comment voulez-vous, du jour au lendemain, M. Denis Sassou Nguesso tombe et qu'on puisse avoir une mécanique pour le juger? Nous n'avons peut-être pas la capacité et les moyens de le faire nous-mêmes. Pourquoi La justice, Pourquoi tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez dans l'appareil judiciaire Oui. un système qui marche et qui est à la solde de M. Sassou Nguesso. D'accord. Comment voulez-vous faire juger M. Sassou Nguesso par des personnes que lui-même il a nommées pour être là? Et dans des relations qui sont plutôt des... Allez-y, Voilà. allez-y, terminez. Voilà. Si je comprends bien, ça signifie qu'aujourd'hui, en fait, pour mettre en place les justices traditionnelles, ça demande non seulement des ressources internes, mais aussi des ressources externes. Qui peuvent nous aider. J'arrive. Donc, ça veut dire qu'il faut des ressources parfois externes. Au niveau de ces ressources externes, permettront soit en interne de se dégager d'une responsabilité quelconque par rapport aux crimes des uns des autres, des uns aux autres, pour faire en sorte que une institution, au-dessus, je dirais, de nos pratiques, puisse prendre la chose en main. Donc, ce qui signifie qu'à un moment donné, que si on veut rentrer d'une manière stricte, qu'à un moment donné, pour que la justice traditionnelle puisse s'appliquer dans son intégralité, il faut céder un peu de sa souveraineté. Oui et non. On va prendre le cas du Rwanda, que tout Oui. le monde connaît. Donc, Tout à fait. au Rwanda, pour cette question qui est des poursuites pénales, on ne parle pas des autres branches, recherche de la vérité, non-répétition des crimes ou réparation. Cette question de la justice, des poursuites pénales, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda, pour des crimes de génocide. Donc ça, c'est l'ONU qui envoie une équipe, qui met en place une équipe pour pouvoir les juger. Les auteurs sont identifiés. Il y a le symbole. Très bien. Ensuite, pour les crimes qui ont été commis, que le Rwanda n'a pas voulu laisser passer, il y a eu les tribunaux locaux.
qui ont été mis en place pour juger justement ces personnes-là qu'on a identifiées, disons que qui ont rempli les prisons du Rwanda, mais à un moment donné, cela n'a pas suffi. Parce que tout simplement, le rythme auquel les personnes étaient jugées ne permettait pas à la fois de désengorger les prisons et en même temps de rendre justice. Hein, dans le sens où il n'y avait pas assez de personnel judiciaire. Ils ont mis en place, par exemple, des tribunaux locaux, ce qu'ils appellent les Gakaka, qui étaient des espèces de tribunaux traditionnels pour certains délits, les sortir du contexte judiciaire normal et les mettre au niveau des communautés pour également faire passer la justice. Donc, suivant les contextes, suivant les pays, chaque pays tous les pays ne sont pas égaux, chaque pays va décider du système qu'il pense appliquer pour les poursuites pénales. Très bien. Alors, moi, j'aimerais bien rester sur le cas du Rwanda. Quand vous allez chercher des exemples, il faut quand même dire que l'exemple du Rwanda est assez extrême par rapport à la situation du Congo. Ce n'est pas pour minimiser ce qui se passe au Congo, mais nous sommes quand même à une certaine extrémité avec un plan concerté par des hommes pour en tuer d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui... Comme le plan Webara. Ah ben moi je veux bien, c'est pour ça que je veux arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette configuration au Congo pour qu'il y ait ce parallèle qui puisse distinguer les crimes les plus importants qui soient du ressort d'une institution internationale, les crimes, je ne dirais pas les moins importants, mais enfin au fur et à mesure qu'il y ait une graduation qui puisse permettre de bien comprendre qu'aujourd'hui, si nous entrons dans une justice traditionnelle, c'est parce qu'on a besoin non seulement de nous-mêmes, mais aussi de la communauté internationale, de donner un peu de souveraineté, parce que ce qui se passe au Congo, ce qui s'est passé au Congo, relève de cet ordre. Alors, il y a une chose, je ne suis pas juriste, mais on essaie tous un peu d'avoir une certaine culture juridique. Hein, bien sûr. On peut être confronté à ce type de problème. Le droit a une constance. C'est qu'il faut juger les crimes où ils se sont passés. C'est pour ça qu'il y a eu le tribunal de Nuremberg. C'est pour ça que les criminels japonais ont été jugés au Japon même. Maintenant, effectivement, pour le cas du Congo, on aurait aimé que tout cela se passe demain lorsque nous allons dégager M. Denis Sassou Nguesso au Congo. Mais comme l'a rappelé M. Wilfried Dandou, chaque système de justice transitionnelle est spécifique. Mais il n'y a pas de honte non plus à demander à des juridictions africaines ou internationales de nous aider. Et pour vous dire, aujourd'hui, bien que la Commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud est une référence, mais il y a eu amnistie des crimes de sang aussi, en tout cas beaucoup. Mais aujourd'hui, les personnes qui ont participé à cette commission sont invitées dans le monde entier. Et même aujourd'hui, on parle de la Colombie où il y a un compromis. Bon, ils sont invités jusqu'en Colombie pour essayer d'expliquer. Donc oui, le Congo, demain, que ce soit dans l'économie comme dans la justice, aura besoin des compétences internationales. Alors, donc, pour avancer, ce qui signifie qu'aujourd'hui, pour la mise en place d'une justice transitionnelle, il faut en même temps inclure et exclure certains acteurs. Je ne sais pas ce que vous appelez inclure, mais pour faire simple, on est dans un sujet complexe. Bien sûr, il y a eu une table ronde. Il y a ensuite, après les tables rondes, donc les tables rondes dégagent des orientations. Ensuite, il y a des groupes de travail où on invite les Congolais qui ont des compétences sur ce sujet ou même des chercheurs pour venir nous aider à comprendre les choses. Donc, nous sommes effectivement dans des orientations, mais pour revenir aux commissions que présentait Wilfried Dandou, c'est que la justice transitionnelle, en tout cas dans la commission, il y a une certaine éligibilité aux affaires, c'est-à-dire qu'on définit quand même le cadre. Aujourd'hui, si vous avez, pour faire simple, un problème parce que vous êtes un entrepreneur, un problème de type commercial, si vous allez au tribunal de grande instance, on va vous renvoyer vers le tribunal de commerce. Donc, dans la mise en place de ce type de structure, on définit quand même quelles sont les compétences ou le périmètre de cette commission-là. Très bien.
Oui, Dans je d'autres vais rajouter sur cette Allez-y. question-là où vous disiez qu'il fallait exclure certaines personnes du système. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a, si on prend que l'appareil judiciaire, Oui. il y a des personnes qui ont fauté, dans le sens qu'ils n'ont pas rendu justice. On va prendre par exemple le procès de M. Jean-Michel Marie Mokoko. Il y a visiblement quelque chose qui n'est pas allé dans le sens de la justice. Donc, pour pouvoir juger demain, il faudrait que, justement, on parle dans la justice transitionnelle d'une partie sur les réformes institutionnelles. Une réforme de l'institution justice qui puisse nous permettre d'être dans la configuration d'un état de droit. De même, on parlera d'une réforme des forces armées où, par exemple, au Congo, on a levé des hélicoptères, mais on ne sait pas qui est responsable. Donc, à un moment donné, si on veut continuer, si on veut une sécurité, il faudrait commencer par, déjà, peut-être enlever, écarter un certain nombre de personnes qui ont donné des ordres et reformuler et reformer ces institutions de sorte à ce qu'elles fonctionnent dans l'intérêt de la nation. Voilà, donc il y aura nécessairement des personnes qu'il faudra exclure parce qu'ils sont auteurs de crimes. Très bien, voilà. Donc on avance. Hein, je me dis, voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, 100% direct avec deux invités, Monsieur Wilfried Dandou et Monsieur Mingwa Biango. Avec eux, nous parlons du projet qu'ils portent d'une transition sans Denis Sassou Nguesso et son système. Il y a eu une table ronde le 18 janvier dernier qui portait sur la justice transitionnelle. Vous avez bien compris que nous insistions sur cette notion qui n'est pas nouvelle, mais en même temps qu'il faut adapter à la réalité congolaise, puisque, je dirais, pour réparer le Congo, pour penser le Congo, penser sous forme de pansement, il faut bien, à un moment donné, qu'on puisse trouver des hommes et des femmes qui puissent porter ce pays vers un certain apaisement. Alors, il faut dire aussi que vous pouvez intervenir, que ce soit en ligne sur Facebook ou encore par téléphone au 00 33 6. Voilà, on a donc un premier appel de Edmonton en Alberta au Canada. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Macrosso. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Robert Mamouli, je vous appelle du Canada. Bonjour, Monsieur Mumboli. Oui, je peux intervenir en direct là? Allez-y, allez-y, vous êtes en direct. Mingwa Biango et Wilfried Dandou vous écoute. Oui, d'accord. J'ai dit bonjour, c'est encore le matin chez moi. Ah, Donc, je suis en train de suivre les deux invités. Je crois qu'à les entendre parler, c'est comme si le Congo venait de sortir d'une guerre atroce. J'ai vu que vous avez essayé de ramener les choses un peu à l'ordre, parce qu'on a pris l'exemple du Rwanda qui sortait d'un génocide, on a pris l'exemple de l'Afrique du Sud qui sortait d'un système d'apartheid, on a pris l'exemple du procès de Nuremberg qui est un procès après la guerre mondiale, on a pris l'exemple du Japon qui sortait de la guerre. Alors, je sais qu'au Congo, il y a eu des atrocités, en ma connaissance. Si ce n'est pas la guerre de 97, on peut parler de ce qui s'est passé récemment dans le pool. Alors, le Congo a des institutions qui fonctionnent aujourd'hui. Nous avons une constitution en place. Que dit la constitution dans le cas de rapport des élections, par exemple? Parce qu'il y a des mécanismes. On ne peut pas se réveiller comme ça un matin, dire que non, voilà, on doit assurer une transition, reporter les élections, et voilà le candidat d'un parti. Donc, je crois que c'est le fait qui doit décider si M. Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, peut être leur candidat aux élections ou pas. Dans le cas contraire, le départ du président Denis Sassou Nguesso doit se négocier aux urnes. On ne peut pas parler de la démocratie, surtout proclamée démocrate, et comploter de violer les institutions en place, ou la Constitution en plus. Cette Constitution a été votée. Robert Mumboli. Je veux qu'on... Voilà. Ben, restez en ligne, Wilfried Dandou encore, Mingwa Biango va vous répondre. Oui, donc
Voilà, donc je vais déjà revenir sur un cas, c'est-à-dire que quand on parle de justice transitionnelle, ce n'est pas, enfin, disons que ce n'est pas nécessairement que dans des cas extrêmes. Je vais vous prendre 3 cas. Le cas du Canada, qui est pourtant un pays démocratique. Lui, il est au Canada, hein, monsieur. Oui, oui, Voilà. qui est plutôt un pays démocratique, qui a mis en place un processus de justice transitionnelle sur des cas des Indiens qui ont été mis dans des pensionnats, qui ont été maltraités. Ça, c'est un premier point. Le cas du Maroc, après Hassan II, son fils Mohamed VI, a voulu revenir dans un système de justice transitionnelle sur des crimes qui ont été commis pendant le règne de son père. Enfin, le cas du Ghana, où le président John Kufuor a voulu, 10 ans après que la transition militaire se soit passée entre les militaires et les civils, revenir sur les crimes qui ont été commis pendant cette période, bien que la Constitution stipulait qu'il fallait protéger ou qu'il ne fallait pas condamner les militaires qui étaient au pouvoir, mais il a tenu à ce que la vérité se sache et à ce que les victimes soient indemnisées. Donc la justice transitionnelle n'est pas seulement que pour des cas exceptionnels, pour des cas de crimes extrêmes. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, d'après ce que, en introduction, ce que Mingwa avait fait comme introduction, nous sommes partis d'une situation, de la situation de notre pays, une situation, si on se rappelle, c'est-à-dire que depuis l'indépendance, notre pays connaît des violences, des crimes et l'impunité, hein, donc qui évite ou qui empêche le pays d'avoir une cohésion sociale, une cohésion nationale et aussi d'avoir un développement. Et on pensait, par exemple, que la conférence nationale avait solutionné et posé un cadre démocratique dans notre pays. On s'est aperçu, par exemple, surtout après les événements de 1997, que ce n'était pas le cas, que le Congo n'a jamais intégré ce cadre d'état de droit et d'état démocratique. Et aujourd'hui, la situation de notre pays est que on est dans une situation chaotique, dans une situation, il faut en sortir, où les institutions ne répondent pas. Donc, où juste d'un mot, je vais terminer, où justement les problèmes des populations ne sont pas pris en compte. Tout ce projet qui pose en profondeur le débat sur ce qu'il faut faire. Voilà. Donc je passe Moi, bien, vous voulez compléter. Moi, excusez-moi, c'est pas du mépris Oui. contre notre internaute. Voilà, donc c'est Mais M. Moumouli. moi, ça me, comme disait le doyen Letembe Ambili, j'ai un sentiment de pitié. Parce qu'on nous parle de démocratie. Ok. Comment M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 M. Moumouli peut-il nous le dire? Et puis, dans son propos, excusez-moi, c'est ce que nous disent nos amis Mindélé, c'est-à-dire que les morts du Rwanda, pour lui, sont différents des morts du Poul ou des morts dans la Bouenza. C'est-à-dire que nous, les Africains, apparemment, on n'a pas beaucoup de considération sur la vie humaine. Vous entendez là, on est en train de nous dire ce qui s'est passé au Rwanda est moins grave. Vous croyez que ceux qui ont perdu des parents, vous allez leur dire c'est pas grave? Non, soyons sérieux. Monsieur Moumouli, si pour vous, le Congo est un pays démocratique, moi je n'ai pas envie de mener un débat avec vous sur ce sujet. Décidément, vous considérez, puisque vous dites que nous ne sommes pas des démocrates, j'ai envie de vous poser la question, si M. Denis Sassou Nguesso était démocrate, est-il arrivé au pouvoir en 1997, en tout cas revenu au pouvoir par des élections? M. Moumouli, vous avez la parole. Juste un instant, M. Baptiste. Allez-y. Je ne comprends pas. Vous vous situez dans quelle période? Nous nous situons dans une période où nous renversons M. Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire que nous restaurons la démocratie dans notre pays. Voilà l'objet du débat qui est le nôtre, en tout cas de notre projet, c'est-à-dire qu'une fois que la dictature de M. Denis Sassou Nguesso, que vous considérez vous comme étant une démocratie, une fois que nous la chassons, qu'est-ce que nous faisons pour refonder notre pays? Voilà l'objet de notre démarche. Je ne suis pas là pour défendre M. Denis Sassou Nguesso. Je crois que vous avez pris l'exemple, par exemple, de la TRC, Truth and Reconciliation Commission en Afrique du Sud, qui était dirigée par Desmond Tutu à l'époque. Je me trouvais en Afrique du Sud et je l'ai suivi en direct. Il n'y a pas eu changement des institutions. Le président était déjà là, c'est après les élections déjà. Mandela était déjà président. Maintenant, on a créé une commission de réconciliation. On n'a pas exclu les gens.
Monsieur, Ce que je ne comprends pas. Monsieur Mumbouli. Il y a beaucoup- Monsieur Mumbouli, excusez-moi, parce qu'on va avancer à des internautes qui attendent. Vous étiez en Afrique du Sud, mais nous l'avons tous suivi. Ce que vous ne savez pas, ou que, excusez-moi, ce que vous ne dites pas, peut-être que vous ne le savez pas, avant les élections en Afrique du Sud, il y a eu des négociations. Et parmi ces négociations était intégré le fait, en tout cas pour l'ANC, pour sauver la face, qu'il fallait une commission. Donc, ce n'est pas Mandela qui arrive ensuite qui le décide. Il y a eu des négociations qui étaient peut-être transparentes pour les gens, mais aujourd'hui, il y a des documentaires, il y a des historiens qui nous parlent de cette négociation-là. Il ne faut pas oublier que M. Mandela, avant sa libération, a fait, en tout cas, a mené différentes négociations avec les groupes de l'ANC. Donc, on va sur un compromis où on avait déjà la projection d'une justice transitionnelle. Ça, c'est la vérité. Donc, maintenant, nous dire aujourd'hui que Mandela a gagné et qu'on l'a fait après, c'est, excusez-moi, méconnaître ce qui s'est passé en Afrique du Sud, même si vous y étiez, mais aujourd'hui, il y a des reportages, il y a des documentaires, et même Winnie Mandela qui est parti dernièrement, on a parlé, c'était l'une des personnes qui faisait partie de ces négociations-là. Je ne veux pas entrer dans... Voilà, on va vous donner la parole et puis on passe à d'autres. Allez-y, monsieur Mbouli, pour terminer. Je termine. Et vous avez pris le cas du Canada. Le cas du Canada, ce n'est pas un coup d'État institutionnel comme vous le prétendez. Moi, je crois, personnellement, je crois que il faut faire comme peut-être là, si vous voulez, votre démarche, une proposition que je fais, ça doit être comme la conférence nationale. Vous négociez avec tout le monde. Si vous commencez déjà par les solutions, je crois que ça ne va pas marcher. Merci, Robert Mumbouli. Ok, merci, et votre conseil a été entendu. Voilà. Est-ce qu'il faut une conférence nationale à la place d'une transition? Je ne sais pas. Enfin, vous l'entendez comment? C'est une proposition que fait M. Mumbouli en disant si vous voulez que ça marche, mais n'excluez personne. Or, le projet qui est le vôtre commence d'abord par l'exclusion de s'assurer son système et après on verra. Pour revenir au fondement de notre projet, Oui. une transition est un compromis. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire un pacte républicain que nous allons soumettre à tous les Congolais, qui sera amendé, discuté, mais si nous ne réglons pas Oui. Mais les problèmes du Congo, comme je vous l'ai dit, notre avenir c'est la guerre. Oui, mais est-ce que vous prenez en compte notamment des hommes qui estiment que pour que cela soit efficace, qu'il n'y ait pas d'exclusion? Ben, nous assumons M. Denis Sassou Nguesso et son système. Après, c'est notre choix, mais nous militons pour que demain, ça soit une réalité. Donc vous comprenez que d'autres ne vous suivent pas? Mais nous comprenons tout à fait. D'accord. Oui. Allez-y. Mais je pense aussi que nous nous mettons dans l'optique du changement, Oui. dans l'optique de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour aller vers une situation meilleure ou une situation au moins d'un état de droit. Aujourd'hui, on est dans un état de non-droit. Et qui est le responsable de cette situation et qui maintient ce système depuis 40 ans? C'est M. Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas être dans la contradiction. Nous voulons le changement. Tous ceux qui veulent le changement doivent rentrer dans un processus où on discute et la plateforme est ouverte et justement elle est faite par des personnes, des politiques, des non-politiques, des personnes de la société civile comme moi qui veulent que le Congo change. Et nous posons des débats pour changer les choses en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs sur la place qui pensent que ce n'est qu'un problème de gouvernance électorale. Il y a d'autres qui pensent qu'il s'agit juste de juger M. Denis Sassou Nguesso pour que les choses se résolvent. Mais les problèmes sont plus profonds que ça. Et nous posons ces problèmes sur la table dans une démarche participative. Ceux qui veulent le changement peuvent venir soit nous rejoindre, soit mener leur débat sur les mêmes thématiques. Et nous aurons plus tard un livre, blanc qui va poser nos conclusions, notre démarche sur la table. S'il y a d'autres qui ont d'autres démarches, ben ces démarches vont s'ajouter pour qu'au final, demain, quand on va aller dans une espèce de négociation avec ceux qui veulent le changement, qu'on puisse dégager un chemin. Voilà, en attendant qu'on dégage le bon chemin, messieurs, on va avancer. Vous avez prévu le 15 février, donc le week-end prochain, une table ronde, bien sûr, entre 13h et 18h, qui portera sur la thématique suivante, orientation sur les réformes des forces de sécurité et de la justice. Quelles réformes institutionnelles pour les forces de sécurité et la justice afin de favoriser l'instauration d'un état de droit? Avant qu'on arrive aux propositions et aux réformes, c'est quoi l'état des lieux d'abord, monsieur
Ningwa Biango, par rapport aux forces de sécurité et de justice? Alors, sur l'état des lieux de la justice, hein, il y a Wilfried Dandou qui a commencé à ébaucher, voilà, qui travaille dessus, il pourra répondre, mais en tout cas on travaille sur tout. L'état de lieu de l'armée congolaise. L'état de lieu de l'armée congolaise, c'est quoi aujourd'hui? C'est une armée qui tue ses propres compatriotes, c'est une armée qui est tribalisée à outrance, avec, on va le dire, je sais que vous me reprenez un peu parfois pour ça. On a une armée qui est à majorité Mboshi. Hein. Oui. On voulait une armée nationale, mais on a une armée à majorité Mboshi. Et puis, on a une armée qui est tout à fait pléthorique. Donc, une armée au service du système que nous décrions. Une armée où je peux vous dire, hein, là c'est demain. Il faut le dire. Vous avez aujourd'hui un Conseil national de sécurité, donc la majorité des membres sont des Mboshi. Ça veut dire que moi, on peut même vous inviter à ce type de conseil, les gens vont parler Mboshi, vous ne comprendrez rien. Vous trouvez ça normal? Donc, il y a une chose aujourd'hui que les Congolais lambda, sans être techniciens, disent, cette armée doit être rééquilibrée, cette armée doit être dégraissée, et cette armée, pour un avenir, il faut se mettre dans une projection d'une armée de professionnels. Ce rééquilibrage passe par des quotas ethniques. Alors, c'est vrai qu'au Congo, malheureusement, on ne connaît pas bien notre histoire. Quand je dis qu'on ne connaît pas bien notre histoire, aujourd'hui, et c'est ce que nous disons à Parfait Kolela, à Tsassima Biala, à tous ceux qui étaient déjà candidats en 2016 et qui sont candidats demain, admettons, pour faire un peu de fiction, que vous gagnez une élection, vous allez vous retrouver avec l'armée de M. Denis Sassou Nguesso à majorité Mboshi. En sachant que, quand je parle de l'histoire, c'est quoi? Lorsque Massamba Deba arrive au pouvoir, parce qu'il considérait, à tort ou à raison, que la gendarmerie et l'armée seraient hostiles à son projet, on a créé la défense civile avec M. Mbéré Martin. Bon, malheureusement, toutes les personnes qui ont participé à ce type de démarche n'en parlent pas pour des raisons que nous ignorons, mais en tout cas, M. Massamba Deba a créé la défense civile. On sait comment ça s'est terminé. Vous avez M. Pascal Issouba qui arrive au pouvoir en 92, qui se rend rapidement compte, je dis bien à tort ou à raison, que l'armée lui était hostile. Comment ça s'est terminé? Et M. Lissouba, qui était déjà dans le pouvoir de Massamba Deba, a créé ce qu'on appelait la réserve ministérielle. Oui. Ça veut dire que demain, toute personne qui va arriver au pouvoir au Congo-Brazzaville et qui ne fait pas partie du système de M. Denis Sassou Nguesso ou du clan Mboshi va se retrouver en face d'une armée qui est hostile. Ça va se terminer encore par des forces paramilitaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévisible. On n'a pas besoin d'une boule de cristal pour s'imaginer demain des forces armées hostiles à n'importe qui pourrait arriver au pouvoir. Donc ça, c'est un problème qu'on doit régler en sachant... Mais sauf que vous ne répondez pas à ma question, Ningwa Biango. Ma question est toute simple. Oui. Est-ce qu'il faudra des quotas ethniques pour rééquilibrer cette armée? C'est pour ça que je vous parlais de notre histoire. Dites-moi oui ou non, je veux dire. Parce que quand vous parlez, voilà. Vous dire oui, c'est compliqué. Oui, mais non, mais c'est pas compliqué. Si aujourd'hui vous dites que l'armée est à majorité Mboshi, si demain, vous avez cité le cas de Tchatima Bialo ou encore de Parfait Kolela qui prennent le pouvoir, ils vont avoir affaire à un système mis en place par ça. Est-ce que pour demain, pour rééquilibrer les forces armées congolaises, il faudra des quotas ethniques? J'en viens parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Non, mais je vais argumenter. Moi, je veux bien les gens qui nous suivent aussi comprennent très bien. Il faut qu'ils comprennent. Oui. Quand je vous dis qu'on ne connaît pas notre histoire, moi, notre histoire, si vous voulez, je la connais un tout petit peu par des faits de hasard. Et c'est pour ça qu'on vous invite. La refondation, aujourd'hui, le projet national, c'était de fonder une nation. Pourquoi je vous dis qu'on ne connaît pas notre histoire? Les Congolais, qui sont de ma génération, je pense qu'on est de la même génération, on a connu, lors des recrutements au Congo, que ça se faisait par quota dans différentes régions.
Ça, les gens l'ont oublié. Moi, comment je le sais? Mais c'est parce que à l'époque, je crois dans les années 80, il y avait un recrutement de militaires. Et dans ma famille, effectivement, on discutait pour savoir s'il y avait des jeunes dans la famille qui pouvaient intégrer l'armée. Donc, quand je dis qu'on ne connaît pas notre histoire, les recrutements à l'époque se faisaient. Je ne sais pas s'il y avait des quotas au sein des régions, mais en tout cas, puisqu'on voulait refonder une nation, on ne voulait pas que l'armée n'ait qu'une consonance, en tout cas, qu'elle soit à majorité d'une région ou d'une autre. Oui. Ça, c'est la vérité. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle des recrutements, il y avait des recrutements, entre guillemets, qui se faisaient en catimini. Il y avait des militaires, en tout cas des concitoyens, qu'on envoyait faire des formations, des bourses, machin. Donc, quotas, je dis, pour l'armée de demain, oui, il faut des quotas. Mais ce n'est pas que je l'invente. Oui, mais enfin, voilà. Donc on repart dans cette histoire. Mais pour il dire, faut qu'on reparte voilà, dans cette qu'il y histoire. ait des recrutements dans des régions, Mais bien avec, sûr. Dans chaque département. Mais ça se passait déjà comme ça. Oui, oui. D'accord, vous voulez compléter quelque chose Oui, par non, rapport à je l'armée? voudrais, Oui. je voudrais nuancer un peu le propos de Ningwa dans le sens Allez-y, que allez-y. la prochaine journée du 15 février donc, se tiendra donc une suite de la justice transitionnelle avec des réformes institutionnelles qui vont aller sur donc c'est chaque participant, Ningwa en fait partie, j'en fais partie, va soumettre ses propositions, sa vision de ce qu'il souhaite comme réforme. Bien sûr. Moi, par exemple, je me place plutôt dans le cadre d'une armée républicaine et citoyenne. Et aussi dans le cadre de la réorganisation du pays qui intègre tous les citoyens de la République. Donc il est anormal que le recrutement aujourd'hui de l'armée, par exemple, se passe que dans une région, mais il serait demain normal que ce recrutement soit citoyen et se passe dans toutes les régions de façon contrôlée et mécanique, de sorte que chaque citoyen de la République s'y trouve représenté. On n'ira peut-être pas jusqu'à compter il y a combien de Moshi, combien de Teke, combien de Congo, mais une armée citoyenne et républicaine. Oui. Donc ça veut dire que on se mettra dans un cadre où on va revoir l'organisation et le fonctionnement de l'institution, où on fera des propositions de fonctionnement de cette institution en termes de mission et aussi en termes de diversité de l'institution. Donc les réponses sont diverses. Oui. Le débat, pour le moment, il est ouvert et il y a toute une journée dans laquelle chaque citoyen viendra faire des propositions et donner sa vision de l'institution telle qu'il la voit aujourd'hui et des propositions qu'il pourra faire demain. Par rapport à la justice, l'état de lieu, puisque c'est vous qui portez cette question de justice, c'est quoi l'état de lieu aujourd'hui? Oui, enfin, disons que c'est un peu excessif de dire que je porte... Non, dans le cadre du projet. Exact. Dans le cadre du projet. Ben, la justice, aujourd'hui, c'est comme ce qui était dit. Aujourd'hui, on a une justice, enfin, comme la plupart des institutions d'ailleurs, qui sont, disons, soumises à une autorité qui est l'autorité du chef de l'État. Oui. Donc, cette justice-là, n'a pas évolué, et cette justice-là, elle est aux ordres, on va dire, du pouvoir actuel, et ce qui fait que comme dans plusieurs administrations du Congo d'ailleurs, les nominations, le fonctionnement est un peu sujet à cette autorité du président de la République qui s'applique de façon pyramidale sur cette institution. Vous ne voulez pas nous dire que la justice est mochisée aussi, hein? Non, pas nécessairement. Enfin, non, pas nécessairement. Ce qui est sûr, non, je ne pars pas sur cet aspect-là. Non, ce qui est sûr, c'est que Oui. même si disons qu'on... Si vous prenez les hauts magistrats, hein, on peut peut-être pas les indexer directement, mais si vous faites la haute... On va laisser... Oui, jusqu'à... Mais il faut qu'on appelle un chat un chat. Ah, oui, moi, je non, voudrais bien jusqu'à qu'on pose des problèmes. tels que jusqu'à ça. preuve de contraire, Oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les communautés de la République du Congo vivent toujours au Congo. Et bon gré, mal gré, nos citoyens dans différentes institutions arrivent à avancer. Bien qu'il y ait ce fait ethnique qui fait partie de l'ordre de décision du président de la République qui a tendance à nommer des personnes issues de son clan ou issues de sa communauté ethnique. Mais la République Vous ne voulez pas reconnaître la justice congolaise aujourd'hui
est dominé par des gens qui viennent de la même région que le président de la République. On prendrait les grands, enfin les grands postes La de haute responsabilité. magistrature. Ouais, la haute magistrature. Oui. Et justement, c'est le sens Oui. des questions que nous allons poser. Et si vous posez la question à un compatriote ou à, disons que, qui est... Mais qui est- disons les choses, j'ai l'impression que vous hésitez de dire les choses. Non, Si aujourd'hui vous vous réunissez, c'est quand même pour vous pointer du doigt ce qui se passe. Mingo vient nous dire aujourd'hui que l'armée pose un vrai problème. Nous avons affaire à une armée où il n'y a que des officiers, et des officiers qui viennent en grande partie. Monsieur Sirmaposo, Allez-y. en ce qui concerne la justice, ce que Wilfried Dandou est en train de vous dire, c'est qu'il y a une refonte du système judiciaire en tant que tel, c'est-à-dire que dans notre projet, effectivement, comme il a dit, quand on a parlé de la justice transitionnelle, Oui. vous avez des juges qui doivent être exclus. Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire la refonte d'une telle institution pendant une période de transition. Elle va s'étaler. Donc là, il vous parle de la projection aussi. Ici, on est dans l'indépendance de la justice. Après, comme on vous l'a dit, il y a des orientations. Il faut aussi, puisque le Congo a formé des milliers de juristes avec Marien Ngouabi, il faut aussi que les juristes viennent nous aider, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Il faut que les Congolais instruits prennent conscience que notre pays ne doit plus être entre les mains d'aventuriers. Les intellectuels congolais ou l'élite congolaise s'est couchée devant des voyous qui aujourd'hui gouvernent notre pays. Il faut demain que ces juristes-là, par exemple, ou que des spécialistes de l'économie ou des finances, nous apportent leur expertise. Parce que s'ils ne le font pas, demain, il ne faut pas qu'ils se plaignent, comme on se plaint aujourd'hui, d'avoir des gens non formés à la tête de notre État. Donc, à un moment donné, vous avez tout ce travail-là à faire. Là, on est en train de parler, effectivement, comme le fait Wilfried Dandou, de l'indépendance de la justice, d'une certaine projection. Parce que vous savez aujourd'hui que le système judiciaire congolais est calqué sur le système judiciaire français à la virgule près. Le code civil congolais, il n'y a pas de code civil au Congo, c'est le code civil français. Aujourd'hui, quand vous suivez les débats de la justice en France, on parle d'une justice aux ordres du parquet. Donc même en France, le problème de l'indépendance de la justice, où vous avez quand même un pays où les gens ont une certaine culture démocratique, les gens sont assez libres, mais ce problème se pose. Comment voulez-vous que ce problème ne soit pas posé chez nous et aussi grave dans un pays où, comme le rappelait Wilfried Dandou, nous sommes dans une dictature où cette institution-là est au service, et comme l'a rappelé monsieur Maître Bonkouta, je crois, le Sénégalais, dans cette affaire-là, vous savez qu'il y a un juge qui a été remercié au Congo-Brazzaville, parce qu'il a tout simplement voulu appliquer le droit. Donc aujourd'hui, on en est là. On parle d'indépendance. Et juste pour terminer, il y a moi un fait qui m'a beaucoup marqué. C'est celui des États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'aux États-Unis, on nomme les juges de la Cour suprême à vie. C'est vrai que ça surprend. Mais les États-Unis, vous savez, c'est une fédération qui s'est faite. C'est un pays qui s'est, en tout cas une fédération qui s'est faite par agrégation. C'est-à-dire qu'il y avait des États. Et ensuite, tout s'est agrégé pour former un pays. Mais moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de lire l'histoire de cette constitution américaine, qui fonde la constitution américaine. Il y a des États, pour accepter la fédération, qui militaient pour une indépendance de la justice, qui avaient fait la proposition qui a fini par être adoptée, et ça date déjà de 2 siècles environ, où ils ont dit, nous, pour que les juges de la Cour suprême soient indépendants, il faut les nommer à vie. Pourquoi à vie? Parce que, M. Makosso, vous êtes président des États-Unis, vous nommez un juge, c'est-à-dire que vous allez nommer un juge qui est sûrement de votre obédience politique, mais il ne pourra pas prétexter demain qu'il a été influencé par la personne qu'il a nommée, parce qu'il est finalement indéboulonnable. Donc il a les moyens d'agir. Ça, c'est ce que les Américains, par rapport à leur pays, ont décidé. Donc à nous aussi d'imaginer des mécanismes qui vont faire que nos juges soient indépendants et
Avant juste de vous donner la parole, monsieur, on va bientôt arriver à la fin. Il y a deux interpellations en ligne. Vous donnerez sans doute des réponses assez brèves. Il y a monsieur Jordache Hartmann Bieni qui pose: bonjour Sir Makosso et invité. Ma question est la suivante. Comment compte-t-il mettre en place ce qu'ils disent justice transitionnelle, étant donné, selon leur déclaration, le Congo est une dictature? S'agirait-il de renverser l'actuel président de la République par un coup d'État? Rapidement. Pas par un coup d'État, c'est-à-dire qu'il faut le faire partir. Aujourd'hui, tout le monde sait que M. Denis Sassou Nguesso ne peut partir que par la force, pas par des élections. Donc, nous ne sommes pas là pour étaler ce que nous pouvons faire. Effectivement, ce n'est pas l'objet du débat, mais le projet que nous proposons, c'est que tous les Congolais, qu'ils soient du Nord ou du Sud, se l'approprient pour qu'on refonde un pays. C'est-à-dire que le projet a pour but aussi de faire en sorte que les lendemains soient contrôlables. Très bien. Il y a Landry Chitembo. Dégraisser l'armée, c'est créer encore des milices privées. Partagées? Non, pas nécessairement, enfin, dans le sens où il y aura nécessairement un... Ces gens-là qui vont être dégraissés sont peut-être tentés par reprendre les Moi, armes. moi, j'ai parlé de dégraissage, pourquoi? C'est-à-dire qu'on est obligé dans une émission comme celle-ci de donner malheureusement des réponses courtes. Oui, sauf qu'on va vous avoir après. Moi, je vais vous parler d'un plan de départ volontaire. Quand je dis un plan de départ volontaire, pas comme ce qui se fait ici, mais effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'armée de professionnels, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup réfléchi à la question, effectivement, à mon sens, il faut dégraisser l'armée qui est pléthorique. C'est bien sûr, on vous recevra après, je dirais, cette table ronde pour préciser certaines choses. Allez-y, Wilfried. Non, j'allais dire sur cette question de l'armée, il y a par exemple des pays, dans le cadre de la justice transitionnelle, qui ont, on va prendre le cas du Libéria, qui ont carrément démis l'armée qui était là, reformé des gens, de nouvelles personnes, dans un accompagnement de justice transitionnelle. On ne sera peut-être pas dans ce cas-là au Congo, mais il y a des solutions qui existent. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont ou qui ne se sont pas comportées en tant que compatriotes pour défendre des citoyens de la République du Congo. Donc il faudrait qu'il y ait des sanctions. Alors, toujours Landry Chitembo pose la question de l'utilité de l'armée. À quoi sert l'armée aujourd'hui? Et si on pouvait supprimer carrément cette armée pour faire des économies? Non, c'est-à-dire que l'armée aujourd'hui au Congo ne sert à rien, effectivement. Comprenez plutôt à dire ça ne sert à rien. Donc, mais non, mais il y a une chose aussi, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un contexte géopolitique sous-régional explosif. Donc, le Congo, effectivement, à mon sens, doit dégraisser, mais on doit demain arriver à une armée sous-régionale, un peu comme ici on le prend d'une armée européenne. Les budgets de nos armées sont considérables, mais encore faut-il que la sous-région soit pacifiée. Le but de demain, c'est d'avoir une armée de métier et une armée sous-régionale. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi il n'est pas possible? Vous ne pouvez pas faire une armée sous-régionale avec des pays qui, pour la plupart du temps, sont des dictatures. Donc, dégraisser, mais c'est tout un projet. Aujourd'hui, dans l'absolu, on va dire, il faut, à mon sens, dégraisser, mais pas supprimer. On ne peut pas supprimer une armée, même si demain, même si elle a toujours eu pour rôle de participer à la conservation du pouvoir de ceux qui tiennent les manettes du pouvoir et de tuer les Congolais. Donc, si on suit, pour être rationnel, si on était rationnel, oui, on aurait supprimer l'armée, mais le contexte ne le permet pas. Voilà, messieurs, on arrive quasiment à la fin de cet entretien, ce 100% direct. Donc, je rappelle que vous organisez le 15 février, donc le dimanche, samedi prochain, pardon, une table ronde qui portera sur orientation sur les réformes des forces de sécurité et de la justice. Quelles réformes institutionnelles pour les forces de sécurité et la justice afin de favoriser l'instauration d'un état de droit. Ça se passe donc à Paris, Mimwabiango, du côté du CICP, le métro, c'est donc rue des Boulets. C'est libre, la participation est libre. Tous les la Congolais. Participation est libre, mais on demande une participation de 10 € pour tous les frais de financement parce qu'il y a l'audiovisuel, il y a aussi la location de la salle, mais on veut aussi que les Congolais
participent à l'organisation des réflexions. Hein. Ça, c'est quelque chose de normal. Hein. Je D'accord. pense que 10 euros par Congolais, ceux qui veulent donner un peu plus peuvent donner, mais les coûts sont Et considérables. ceux qui sont loin, comment ils peuvent participer? Alors, Ceux qui ne sont pas à Paris, même en province, si on reste juste en France, par exemple. Oui, enfin, ce qu'on a prévu de faire, c'est que donc il y a des tables rondes Oui. qui s'adressent donc aux personnes qui sont sur place, et nous avons mis en place un site. Enfin, on donnera l'information un peu plus tard, sur lequel on référence les débats et sur lesquels également des personnes peuvent contribuer au débat, et que ce site sera visible par tout le monde de façon à ce que le débat prenne corps dans notre société, parce que nous avons une société où le débat est fermé ou réservé à certains membres de partis politiques. Nous voulons que les Congolais participent. C'est un projet participatif et proposent leurs solutions aux problèmes qui sont les leurs. Voilà la démarche qui est la nôtre. Très bien, nous espérons que vous aussi, vous avez pu participer et comprendre cette démarche, bien sûr, comprendre ce projet, l'impératif d'une transition politique réparatrice et consensuelle, excluant Sassou Nguesso et son système. Mes invités étaient donc M. Mingwa Biango, merci. c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie au nom de l'équipe. M. Dondou, merci. Merci M. Cyr Makosso de nous avoir reçus pour une 3e fois pour ce projet. Mais nous vous recevons pour une 4e fois, puisque nous aimerions bien savoir si, au cours de ces débats, pour la prochaine table ronde, si l'armée restera ou si l'armée... En tout cas, on reviendra. D'autres membres du groupe reviendront. Bien sûr. Mais M. Cyr Makosso, Allez-y. pour rester dans un cadre tout à fait rigoureux, sérieux, comme vous l'êtes, vous voyez bien, M. Cyr Makosso, que nous sommes dans un projet où nous réfléchissons sur les problèmes qui minent la société congolaise. Aujourd'hui, vous avez, excusez-moi, vous avez cité plusieurs projets. Moi, je ne vois pas le contenu. On va parler de quoi? On ne veut même pas faire tirer les enseignements de la conférence nationale, où effectivement, elle nous est tombée sur la tête. On s'y est rendu, en tout cas pour les conférenciers, sans avoir réfléchi aux problèmes du Congo. Donc, moi, je vous invite aussi, M. Makosso, lorsque vous recevez vos invités, de leur demander le contenu de leur projet. Si c'est juste aller aux élections présidentielles, excusez-moi. Ils vous entendent, je pense qu'ils auront l'occasion de venir. Et moi, j'ajouterais Oui, d'un mot, allez-y. c'est que pendant la conférence nationale, à l'époque, la justice transitionnelle n'était pas identifiée comme telle, mais il y a eu, dans tous les différents principes de la justice transitionnelle, des actes qui ont été pris par la conférence nationale. Donc ces actes-là, on n'a pas le temps de les citer aujourd'hui, mais ce dont on se rend compte que la dernière cérémonie, la cérémonie de lavement des mains, a comme par magie fait disparaître ces actes-là, tout simplement peut-être parce que justement nos compatriotes à l'époque n'étaient pas outillés pour accompagner ces changements qu'ils voulaient vers l'état de droit qu'ils nous souhaitaient. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que nous vous avons accompagné cet après-midi. Surtout, vous avez bien compris, ou encore, vous avez pu amorcer, je dirais, ce projet donc, qui est porté par mes invités. Merci à Anthony Mouyungi qui a assuré la réalisation. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Je rappelle que dans quelques minutes, vous allez avoir le 17h dimanche avec Brice Landry Déco. Merci encore à vous tous. Portez-vous bien, le programme continue. Ok, merci. Au revoir.